Bonjour. Donc dans le cadre du cours d'aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de l'ère implicite et ce sera peut-être le seul cours de cette série qui traitera des méthodes implicites. Je me focaliserai ensuite sur les méthodes explicites. Donc la méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode de l'ère implicite. Je ne reviens pas sur ce transparent-là parce que presque vous le voyez à chacune de mes vidéos. On discrétise le temps et on met en place un schéma numérique. Ce schéma numérique permettant de passer d'une approximation de la solution à un instant donné, tk-1, à l'instant suivant, à l'aide d'une relation qui s'écrit sous cette forme-là. Et l'objectif de chaque méthode numérique, c'est de déterminer phi k. Et ensuite d'obtenir sigma k. Ce phi k, c'est une approximation de cette intégrale divisée par delta t ou de la valeur moyenne de S point sur le pas de temps. S point, évidemment, est lié à S et on ne le connaît pas. On avait vu que pour la méthode de l'ère explicite, l'idée c'était d'adapter ce qui est fait pour la méthode des rectangles à gauche. Pour la méthode de l'ère implicite, c'est la même chose, sauf que on va utiliser la méthode des rectangles à droite, que je vous rappelle sur ce dessin, et dans cette expression-là. Donc vous voyez que pour calculer l'intégrale de f entre deux points A et B, on va additionner des surfaces de rectangles, chaque surface ayant une longueur qui est déterminée par rapport à la valeur à droite de l'intervalle. Dans le cadre des techniques de quadrature, bien sûr, la fonction f est une fonction qu'on connaît. Pour la méthode implicite, je fais quelque chose qui est très similaire à ce que vous avez vu dans le cadre du deuxième cours sur la méthode de l'ère explicite. Dans le cadre de ce deuxième cours, on avait dit qu'on allait approximer la surface par rapport à la fonction qui était la fonction inconnue en supposant que la vitesse était constante égale à la vitesse au début du pas de temps, vitesse qu'on pouvait calculer à l'aide de l'opérateur différentiel, évalué en tk-1 et pour une valeur s de tk-1. En fait, il ne s'agissait pas exactement de s de tk-1, c'était plutôt sigma k-1, mais je ne reviens pas dans ces détails. Pour la méthode de l'ère implicite, comme je le disais, on va utiliser la méthode des rectangles à droite, et donc on va approcher S point en TK, c'est-à-dire à l'instant final, comme en utilisant l'opérateur différentiel, évalué en TK et pour sigma k. Sigma k, je vous rappelle, c'est ce qu'on va chercher. Donc l'itération qu'on va obtenir va être sous cette forme. Sigma k égale sigma k-1 plus delta tk fois l'opérateur d en tk et en sigma k. Vous voyez qu'au niveau de l'esprit, c'est très similaire. Néanmoins, pour la résolution, la méthode va être différente. En effet, notre inconnu, c'est sigma k, c'est-à-dire que c'est le sigma k qu'on va chercher. On connaît sigma k-1, on connaît delta tk et on connaît l'opérateur différentiel. Évidemment, on connaît tk également. Alors pour déterminer sigma k, il va falloir que ce bloc, je le fasse passer de l'autre côté. Et si on fait ça, on a un système qui est possiblement non linéaire et qu'il va falloir qu'on résolve. On a une relation, ici ça dépend de sigma k qui est mon inconnu, et à droite j'ai sigma k-1 qui est quelque chose que je connais. Le système peut être non linéaire, mais dans le cas particulier du système linear time invariant, l'opérateur D, c'est alpha fois sigma k, et on peut montrer qu'on arrive à une relation qui est une relation de ce type-là, c'est-à-dire l'identité moins delta tk fois la matrice d'état. Ça, c'est une matrice qui multiplie sigma k égale sigma k-1. C'est-à-dire que pour déterminer sigma k, il va falloir que je résolve ce système linéaire. Bon, résoudre un système linéaire, c'est des choses qui se font. Si le pas est constant, on peut... Et puis alpha ne dépendant pas du temps, c'est une matrice qui va être la même pour chacun des pas de temps. Donc on peut se dire on l'inverse, on la décompose, on cherche les facteurs LU. Dans le cas de systèmes non linéaires ou dépendants du temps, ça peut devenir un petit peu plus complexe. Mais c'est des choses aussi pour lesquelles on peut avoir des solutions. Je vous écris ici ce que donne le code Python et vous voyez qu'une différence principale, c'est qu'on va être obligé de résoudre un système linéaire. Alors là, vous voyez que j'inverse la matrice
Hein, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace numériquement, mais ça, en tout cas, ça vous illustre que le code et le codage de cette méthode est quelque chose qui est quand même relativement simple. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne sur notre système masse-ressort, donc pas de force, pas d'amortissement. Je prends une condition initiale avec un déplacement initial de 1 et une vitesse nulle. Vous avez la solution qui est la solution analytique, qui est tracée en bleu, qui correspond à une sinusoïde. La méthode forward Euler ou Euler explicite, c'est ce qu'on a vu dans le cadre des cours précédents. On a une augmentation des oscillations dont l'amplitude devient de plus en plus élevée. Et la méthode de l'air implicite, ou backward Euler, cette méthode, ce qu'on peut voir, c'est que les oscillations, au contraire, sont des oscillations qui sont des oscillations amorties. Donc cette fois-ci, on va avoir un amortissement numérique qui va être un amortissement positif. Toujours qualitativement, si je réduis mon pas de discrétisation, vous voyez que les trois méthodes vont coïncider les unes avec les autres, hein, c'est-à-dire que les trois courbes vont être presque superposées, en tout cas d'un point de vue visuel. Je peux revenir maintenant sur les courbes de convergence, donc je calcule l'erreur à la fin de la simulation, c'est-à-dire que cette erreur est définie comme la norme du vecteur d'état exact à l'instant t, moins l'évaluation par ma méthode numérique au dernier instant. Je vous trace ici la droite delta t, hein, donc, ce qui me donne un aperçu de la pente, et on voit que les deux méthodes, forward Euler et backward Euler, c'est-à-dire Euler explicite et Euler implicite, vont avoir une pente qui va être une pente de 1. C'est-à-dire que leur ordre de convergence va être unité et va être le même pour ces deux méthodes. Alors, vous voyez que pour la méthode forward Euler, on va avoir cette zone. Cette zone correspond à des niveaux d'erreur qui sont des niveaux d'erreur énormes, parce que dans cette zone-là, la méthode devient instable. C'est ce que j'ai présenté dans le cours précédent. Alors évidemment, il ne faut pas les regarder, puisque finalement, votre méthode numérique vous donne n'importe quoi. Pour la méthode de l'air implicite, on s'aperçoit qu'on n'a pas ce phénomène. Hein. On va avoir une erreur de la méthode, hein, mais cette erreur ne va pas devenir complètement démesurée. Deuxième graphique, alors là c'est le même, mais c'est simplement pour vous montrer que de temps en temps les systèmes de représentation ne sont pas les mêmes. Je trace l'erreur en fonction du nombre de pas de temps. Alors, si vous tracez en fonction de delta t ou en fonction du nombre de pas de temps, comme delta t c'est grand T sur n, n étant le nombre de pas de temps, on va avoir des courbes qui vont être exactement les mêmes, sauf que mon axe logarithmiquement est inversé. On a vu sur le système masse-ressort que les oscillations étaient amorties, comme on avait fait pour la méthode de l'air explicite, c'est-à-dire une analyse de dispersion. On peut expliquer cet amortissement par une analyse de dispersion menée cette fois-ci sur la méthode de l'air implicite. Bon, les ingrédients sont les mêmes. On recherche des solutions harmoniques, une pulsation méga chapeau, et via la diagonalisation de la matrice delta qui est égale à delta t fois alpha, on peut calculer les valeurs analytiques des parties réelles et parties imaginaires de oméga chapeau. Si on reprend ce que j'ai dit sur l'analyse de stabilité, on s'aperçoit que la méthode est stable partout, à l'exception d'une zone présentée ici en rouge, qui est un cercle de centre 1, ouais, et de rayon 1. C'est un cercle là, qui vient coller l'axe imaginaire, enfin qui est tangent à l'axe imaginaire. Et donc la condition, il faut que le module de 1 moins lambda j soit supérieur à 1, et ce pour toutes les valeurs propres de la matrice delta. En ce qui concerne le système masse-ressort, une fois de plus, l'analyse de dispersion nous permet de trouver la courbe enveloppe, qui est une courbe enveloppe donc, à base d'une exponentielle décroissante pour la méthode de l'air explicite. Donc vous voyez que la valeur de oméga seconde, c'est-à-dire la partie imaginaire de oméga chapeau, est cette fois-ci positive, et elle encadre parfaitement les oscillations, enfin la décroissance des oscillations qu'on peut obtenir. Alors, je vais maintenant conclure. Je vous ai présenté dans le cadre de cette vidéo la méthode de l'air implicite.
dans lequel on va avoir les mêmes ingrédients que la méthode de l'air explicite, simplement on va les mélanger en sens inverse. On a le même ordre de convergence, par contre, on a besoin de résoudre un problème inverse et les domaines de stabilité sont différents. J'insisterai pas plus sur les méthodes implicites dans le cadre de ce cours optionnel de L3. Il fallait que je vous les présente pour que vous sachiez que ça existait. Et je vais principalement maintenant me consacrer aux méthodes qui vont être les méthodes explicites. Voilà, je vous remercie de votre attention.